Et alors, je sais pas combien on est là, ouais, c'est pas grave. Donc moi je suis là pour surveiller le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. S'ils ne peuvent pas poser des questions oralement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai de veiller à ce que à prévenir François s'il y a des questions. Donc Voilà. aujourd'hui on écoute la conférence de François Godet qui jusqu'à peu encore été président de l'association Sciences Ouvertes et donc il va parler de fractal et voilà, de manière générale fractal. Il y a déjà une question de Eva. L'année prochaine dans le lycée, je voulais faire un cube de Menger à plusieurs, mais finalement, y a-t-il plus original comme forme fractale à plier? Bon, il y a le tétraèdre de Sierpinski. Après, à partir du moment où tu pars pliage, oui, j'ai pas trop d'idées comme ça de pourquoi. En tout cas, là, on va parler de forme fractale qu'on fait plutôt sur un ordinateur. Alors, Eric, je te remercie pour ta contribution et la médiation en plein dimanche. Je conseille à ceux qui le peuvent de se connecter avec un micro parce que sans bien sûr l'ouvrir tout le temps, ça permet de mieux poser les questions et surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Alors je vous dis un petit peu ce qu'on va faire. Là, je vous ai mis une belle image, enfin, une image que je pense belle d'un ensemble qui s'appelle l'ensemble de Mandelbrot, qui est quand même relativement connu, qui a été faite par des jeunes de Sciences Ouvertes dans un stage. Donc Sciences Ouvertes, je précise aussi, c'est une association qui est en Seine-Saint-Denis et qui touche aussi d'autres jeunes de la région Île-de-France, mais qui est principalement en Seine-Saint-Denis et qui cherche à attirer ces jeunes-là vers les sciences et les aider à réussir. Ces jeunes qui sont tout à fait normaux, je tiens à le préciser. Hein. Et bien sûr, il y a quelques problèmes en Seine-Saint-Denis, mais enfin, il y a quand même plus d'1 million d'habitants et beaucoup de gens très intéressants et de jeunes extrêmement intéressants. Et je dirais même que c'est le cas de l'écrasante majorité. Et donc, moi, j'ai été enseignant pendant 30 ans au lycée de Bobigny. Maintenant, je suis retraité et je m'occupe pas mal encore maintenant de l'association. Je fais de la médiation scientifique, enfin, entre autres. Alors, je vais vous parler de l'ensemble de Mandelbrot et d'un logiciel qui s'appelle Fragment et que j'ai utilisé avec mes élèves, ça date pas bien, dans les années 90. Mais c'est un logiciel qui est extrêmement puissant et qu'on peut continuer à utiliser avec un émulateur de DOS. Et c'est ce qui a permis en particulier de faire l'image que vous voyez là. Et je vais vous montrer la qualité de cette image. Alors, voilà. Donc, je vais l'agrandir. On va se concentrer sur un endroit, par exemple ici. Et vous voyez ce morceau de l'ensemble des Mandelbrot. On peut grossir. Donc, il y a une très bonne définition. Ça, c'est une image qui fait 10 000 pixels dans un sens et un peu moins de 8 000 dans l'autre. C'est une image de très très bonne qualité qu'on a utilisée lors d'une exposition. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez le panneau qui représente exactement la même image, qui a une très bonne définition. Et devant, vous me voyez, et vous me voyez avec la petite pièce de Mandelbrot, qui était à l'époque en dernière année d'école d'architecture, qui avait entendu parler de cette exposition et qui était venu voir. Mandelbrot, je vous le montre aussi, le voilà, c'est ce monsieur. Et il a laissé son nom à cet ensemble. Bon, la première représentation, elle a été faite sur une imprimante à aiguille, donc à l'aide de caractères d'imprimerie, à l'aide de caractères de lettres, quoi, pour marquer les noirs et les blancs. Et ça, c'était dans les années 70-80, hein, donc c'est tout récent. Moi, j'étais pratiquement au début des années 70, mais j'étais déjà prof de maths, et pourtant on n'avait que ça. Et la nièce de Mandelbrot, elle fait des choses assez marrantes. La petite nièce, pardon.
qui était avec sa mère là, sur la photo. Elle étudie des murs pour amortir les sons qui sont faits avec des figures fractales. Et bien voilà une qu'on pourrait faire par pliage d'ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure par Eva, qui est un octaèdre de Sierpinski, ce qu'on appelle un octaèdre de Sierpinski. Derrière, vous avez un petit bout d'un tétraèdre qui a été fait avec des tickets de métro, qu'on avait fait pendant un stage. Enfin, on avait rencontré donc Elsie Mandelbrot pendant ce stage, et elle nous avait montré ce qu'elle avait fait. Donc voilà, il avait fait ça avec des imprimantes 3D. Bon, vous voyez que c'est familial cette affaire. Hein, voilà. Alors je reviens sur ce que je vous dire un petit peu ce que je vais vous présenter. Je vais faire un petit peu comme si vous connaissez la bande dessinée De Gaulle à la plage. On va faire un espèce de plan d'action. De Gaulle à la plage, c'est une bande dessinée assez marrante. Donc c'est De Gaulle, il se prépare pour aller à la plage. Il est avec son aide de camp et il lui dit alors nous allons planter le camping ici, nous allons nous diriger par là, nous allons faire ceci, cela. Et après il le fait. Ben voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc dans un premier temps, je vais quand même, il faut que vous sachiez vous repérer un petit peu dans ce qu'on va montrer, quelle est la signification. Donc je vais faire une très rapide présentation de ce qu'est un ensemble de Julia et de ce qu'est un ensemble de Mandelbrot. Sachant que c'est quelque chose qui, à un certain niveau, peut être appréhendé dès le collège et exploré aussi dès le collège en y comprenant quelque chose. Mais bien sûr, pour avoir la bonne signification mathématique, il vaut mieux être minimum en terminale et connaître les nombres complexes. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. Mais il faut savoir que le logiciel que je vais vous présenter, qui donc s'appelle Fractint, fait beaucoup d'autres choses dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est vraiment un logiciel qui vous permet des explorations extraordinaires. Bien. Alors donc, je retourne sur mon petit logiciel. Lui, ici, j'arrête le partage d'écran et je me retrouve ici. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un ensemble de Julia, et pour ça, je vais partir de l'ensemble de Julia le plus simple, qui se trouve sur un cercle. C'est pas avec ça qu'il faut que je le fasse. C'est ici, et pour ça, il faut que je partage le mode utilisateur. Voilà. Alors, donc, je vais passer un cercle approximatif, qui est un cercle de rayon 1. Voilà. Ici, j'ai le point I, qui va être l'origine des angles. Et puis, je vais considérer un point, ici, qui est sur le cercle, et tel que... Alors, ça va être le point M1. D'accord ? Et ce point M1 est situé sur le cercle de telle façon qu'il fait un angle θ avec OI. Et on va s'intéresser à une transformation toute simple, qui est simplement de doubler l'angle. Donc vous voyez que M1 est là, M2 est là, M4 est là, et ainsi de suite. M3, pardon. M3 est là. Donc pour ici, je vais avoir par contre 2 θ. Là, je vais avoir 4 θ, etc. Alors, on peut s'intéresser déjà à la question qui est comment déterminer la trajectoire du point M, c'est-à-dire la suite des positions prises par le point M. Cette suite de positions, elle porte un nom, elle s'appelle l'orbite du point M, lorsque on itère cette opération un grand nombre de fois, autant de fois qu'on veut. Alors bien sûr, par construction, puisqu'on est sur le cercle, les points M1, M2, M3, M indice N, etc., vont tous rester sur le cercle. Mais
supposez que vous connaissiez la position du point M1 de façon infiniment précise. Ben, bien sûr, vous pourrez toujours savoir où il est après le nombre d'étapes que vous voulez. Mais supposez par exemple que vous connaissiez sa position, on va prendre comme unité le tour du cercle, d'accord? Donc sa position au départ, ce sera un nombre du genre 0, je sais pas moi, ça fait à peu près, on va dire un peu moins d'un huitième du cercle, 0,71542. Puis ensuite, on ne connaît pas les autres décimales, et dans la réalité, on ne connaît jamais l'infinité des décimales d'un nombre. Hein. Au bout de combien de temps, pendant combien d'itérations, on va pouvoir prédire la position du point. Mais s'il y a une erreur ici, qui est maximale, vous voyez qu'ici c'est 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. Donc on est sûr, d'accord, qu'on connaît la position de notre point avec une précision de 10 puissance moins 5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les puissances, ça veut dire 0,00001. D'accord? Bien. Quand on double l'angle, ben, on risque de doubler l'erreur. Donc elle est multipliée par 2 au bout d'une étape. Puis de 2 étapes par 4, etc. Au bout de 10 étapes, je pense que vous êtes capable, il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent les valeurs, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Au bout de 10 étapes, l'erreur a été multipliée par 1000, en gros. Et donc, au bout de 20 étapes, elle a de nouveau été multipliée par 1000. Donc, en tout, elle a été multipliée par 1 million. OK? Alors, au départ, elle était de 10 moins 5, c'est-à-dire 0, etc. Donc, si je multiplie par 1 million, hein, l'erreur, elle est devenue 10 fois plus grande que le périmètre du cercle. Par conséquent, je n'ai plus aucune information sur l'endroit où se trouve ma particule, enfin mon point, sur le cercle. Vous voyez que pour savoir où il est, il faudrait avoir une précision infinie. Or, la précision infinie, on ne l'a jamais en physique. On pense en physique que les phénomènes sont complètement déterminés, enfin on le pense moins maintenant. On le pensait encore il y a une cinquantaine d'années. Mais on ne tenait pas compte quand on disait ça du fait que les mesures ne sont pas parfaites et que il y a beaucoup de phénomènes qui répondent à des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vient de voir. Par exemple, quand vous avez une molécule qui heurte une autre molécule, en fait, c'est un phénomène qui se rapproche de la réflexion. Donc, il y a un doublement d'angle. Hein. Quand vous réfléchissez sur un miroir, vous arrivez avec un certain angle par rapport à la perpendiculaire, hein, comme ça, puis vous réfléchissez, l'angle, il double, hein, comme dans un jeu de billard. Eh bien, par conséquent, c'est très difficile de prévoir. Bonjour Eva, voilà, très beau dessin. Merci beaucoup pour ce coup de main. Hein, donc, c'est l'angle qui se trouve ici, qui double, hein, quand on se réfléchit. Et donc, dans le mouvement des particules qui sont dans un gaz, il est impossible de prévoir la trajectoire précise d'une de ces particules. Hein. C'est un phénomène complètement aléatoire, et c'est ça qui a engendré toutes les théories dont vous avez sûrement entendu parler sur l'effet papillon. Bon, ça c'est un aspect qui est intéressant, et pas le seul qui est intéressant. C'est le fait qu'on a affaire à quelque chose de chaotique. Mais il y a quelque... Oui, vas-y. Il y a une question. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Et alors, écoute, Quentin, j'ai pris ce nombre comme ça, hein. On aurait pu partir de n'importe quelle position. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis 0,7, je me suis planté. Je voulais que ça corresponde un peu au dessin. Pas du tout pourquoi j'ai mis 0,7, 1,50. Enfin, j'ai mis un nombre compris entre 0 et 1 pour situer mon point sur le cercle et avoir une idée de l'angle, d'accord. Donc en l'occurrence, ça fait à peu près 0,65. Le premier point, il aurait dû être plutôt ici, si je m'en étais tenu à cette valeur. Là, je sais pas, peut-être que ça vaut 0,1, mettons. Hein, d'accord, 0,1 et puis quelques chiffres comme ça qui correspondent à
la part de longueur du cercle qu'on a. C'est ça qui nous donne l'angle. Ça va, c'est clair, Quentin? J'attends de voir si tu réponds. Ça te paraît clair ou pas? Si c'est pas clair, tu n'hésites pas à le dire. Pour mesurer mon angle θ, là, je prends une mesure particulière, je dis un angle 1 correspond à un tour complet. Ok? Et donc, si θ représente à peu près ici 1/8 de ma circonférence, d'accord? Eh bien, l'angle il sera à peu près de 0,125, puis des chouïas. Mais c'est impossible de le connaître avec une précision extrême, surtout quand c'est moi qui dessine, comme tu peux le voir là. Hein? Voilà, ça a été choisi au hasard. C'est moi qui l'ai choisi comme ça, totalement au hasard, effectivement. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'on ne peut pas faire une mesure avec une précision infinie. Donc il est impossible pour un mouvement de ce type, qui correspond à quelque chose en physique, de prévoir ce qui va se passer. C'est une des dimensions de ce qu'on appelle le chaos. L'autre dimension, on va la voir tout de suite, et pour ça je change de page. Je vais essayer de passer assez vite sur tout ça, parce que sans ça on ne va pas visiter l'ensemble de Mandelbrot, et tout ça. Voilà. Alors, est-ce que tous ceux qui sont là ont des notions de numération en binaire? Savent ce que c'est que la numération en binaire? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Bien. Au lieu de compter en base 10, on compte en base 2, donc il n'y a que deux chiffres, 0, 1. D'accord? Et par exemple, si j'écris 1, 0, 1,11, ça veut dire 1 plus 2 plus 4 plus 1,5 plus 1 quart. Donc, comme si je comptais en base 10, je dirais ça fait 1 plus 10 plus 100, c'est-à-dire 10 c'est 10 au carré, plus, 10 c'est 10 au puissance 1, plus 10 puissance 2, et ici 1 dixième et 1 sur 10 au carré. D'accord? Voilà. Mais quand je multiplie un nombre décimal, par exemple 0,785 par 10, qu'est-ce que je fais? Je déplace simplement la virgule. Ça fait 7,85. Voilà. Quand je multiplie un nombre qui est écrit en binaire, comme celui-là, par 2, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose, je dépasse la virgule. Donc si je fais écrit en binaire, 2, ça s'écrit comme ça. Donc 2, on va l'écrire avec un trait dessus pour qu'on voit bien que c'est du binaire. 1, 1, ça va être égal à 10,111. Okay, c'est-à-dire 10,111. Voilà, donc c'est tout simple. Alors, si on a compris ça, on va parler de quelque chose qui a été abordé par Eric, que vous venez de voir tout à l'heure dans sa conférence sur le hasard. Je peux prendre mon point sur le cercle en supposant que l'angle qu'il fait, l'angle θ qu'on a vu tout à l'heure, il est compris entre 0 et 1, donc il est de la forme de 0, quelque chose, et puis il est suivi de 1 et de 0 qui sont tirés de façon tout à fait aléatoire, etc. D'accord? Parce que de toute façon on ne les connaît pas, donc on suppose que c'est un nombre qui est pris au hasard, donc pratiquement tous les angles, la plupart des angles, bon ça peut se démontrer, hein, si on tire un nombre au hasard, on va obtenir un nombre qui sera constitué comme ça de 0 et de 1. Et bon, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans ce nombre, on va retrouver pratiquement, par exemple, si je veux obtenir 1, 1, 0, 0, je le vois là, mais je vais le retrouver une infinité de fois. Et de la même façon, je vais trouver une infinité de fois 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, qui vont apparaître dans la suite des décimales en binaire. Et quand je multiplie par 2, je dépasse la virgule, d'accord? Donc, j'obtiens, ici, si je prends le nombre qui est en haut, 1,0, 0, 1, 1, 1, d'accord?
ce 1-là, il correspond à quoi? Ben, il correspond à un tour complet sur le cercle. Donc on s'en fiche d'une certaine façon complètement si on veut examiner simplement la position sur le cercle. Hein. De même, toutes les valeurs entières qui pourraient être devant ici la virgule ne jouent pas. Si je veux savoir la position d'un point sur le cercle ici, il suffit que je regarde la partie décimale, hein, c'est-à-dire la partie qui est là. Je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est pas décimal, c'est binaire. La partie binaire, mais qui est après la virgule. Hein. Et cette partie est tout à fait quelconque, et on va voir défiler pratiquement toutes les suites possibles de 0 et de 1 lorsqu'on va faire les multiplications par 2. Or, ma transformation, que vous voyez tout à l'heure, elle consistait seulement à multiplier les angles par 2, donc à se déplacer d'un cran dans le développement en binaire. Alors la conclusion de tout ça, si vous réfléchissez un petit peu, c'est que on va pouvoir se retrouver absolument partout sur le cercle. En effet, si par exemple ici j'ai un point, d'accord, un point qui est en rouge ici, d'accord, eh bien il correspond à, si je veux connaître sa position sur le cercle, à 0, virgule, je sais pas moi, il est un peu après un demi, et puis après il est avant le quart, là, etc. Bon, peut-être que ça se présente comme ça, j'en sais rien. Hein, d'accord ? Bien. Ben, je sais que je vais avoir forcément un moment dans ma multiplication par 2 où mon angle, il va commencer comme ça. Et donc, ça veut dire que je vais être très près de ce point-là. Alors, en termes mathématiques, on dit que l'orbite, là, c'est-à-dire l'ensemble des positions qui sont prises par mon point M sur le cercle, eh bien, elle est partout dense sur le cercle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit où elle ne passe pas. Elle passe partout et avec une proximité aussi proche qu'on veut de n'importe quel point. Alors, c'est la deuxième caractéristique du chaos. Donc, on a là ce qu'on appelle une orbite qui est partout dense, hein, lorsqu'on parle d'un point du cercle quelconque. Concrètement, ça veut dire que si on trace les points, on va voir petit à petit le cercle se dessiner. Si maintenant, au lieu de partir d'un point sur le cercle, j'étais parti d'un point à l'intérieur, qu'est-ce qui se passerait? Mais déjà, il faudrait que je change un peu ma transformation pour tenir compte de ça. Et la façon dont je vais la transformer, elle est relativement simple. C'est-à-dire que je vais prendre la longueur OM1 et je vais l'élever au carré. C'est-à-dire qu'à chaque étape, la longueur sera élevée au carré. OM1 sera élevé au carré. Pour ceux qui ont étudié l'angle complexe, doubler l'angle élevé OM au carré, ça revient à faire une transformation du plan complexe qui est très simple et qui d'ailleurs sur l'ensemble des réels revient également au même, parce que pour ceux qui ne sauraient pas l'ensemble des réels, il est ici quand on parle des nombres complexes, hein, et qui consiste simplement à élever au carré. Donc, on se trouve, les nombres complexes, on les représente généralement par une lettre Z, hein, ça n'écrit plus. Pourquoi ça n'écrit plus? C'est étrange. Je demande à réécrire. Voilà. Alors, ça correspond à une application qui a tout nombre complexe Z associe le nombre complexe Z au carré. C'est-à-dire que si je prends un point dans le plan M, il est caractérisé par une certaine longueur, ici, OM, et un certain angle, et dire que je fais Z, je remplace Z par Z2, ça veut dire que j'élève au carré la longueur OM, et je tourne de 2θ au lieu de tourner de θ. Hein, mon angle va devenir 2θ. Et donc, ça a une conséquence, c'est que si la longueur est plus petite que 1, j'élève un nombre plus petit que 1 au carré, puis encore au carré, puis encore au carré, puis encore au carré, ça va tendre vers 0. Donc là, on a une suite de valeurs qui correspond à une orbite, qui va se rapprocher de 0 en tournant. Donc ça va faire, en schématisant, une espèce de spirale, comme ça.
hein, on va se rapprocher de l'origine O très vite en fait, hein, à travers une spirale puisque ça tourne. Et puis, à l'inverse, si on est à l'extérieur du cercle, ici, eh bien, quand j'élève OM au carré, hein, la longueur OM au carré, elle devient encore plus grande, encore plus grande, encore plus grande, elle va vers l'infini. Donc on a une spirale, mais cette fois une spirale qui s'éloigne très vite. Donc on a, en résumé, 3 zones. On a 3 zones, il faut que je revienne à mon premier écran. Maintenant, je vais pas revenir à mon premier écran, je vais commencer à partager Fractal. Hein, donc je vais faire un partage d'écran. Voilà. Ah, c'est pas ça que je voulais. Donc je lance ça. Partage d'écran. Il ne veut pas me sélectionner Fractal. Bon ben tant pis. C'est pas grave. Bien. Alors, ce que vous voyez devant vous, en bleu, c'est l'écran de Fractal lorsqu'il trace un ensemble. Ce que vous voyez en noir, c'est l'intérieur du disque de rayon 1. Okay. Et dans ce disque, eh bien, tous les points, lorsqu'ils suivent le mouvement, est-ce que vous voyez mon curseur là? Là, oui, là, vous le voyez. Oui. Donc, si je pars d'un point d'ici, donc il va tourner très vite, et puis il va très vite se rapprocher du centre. D'accord? C'est un premier type d'orbite. Le deuxième type d'orbite, je suis à l'extérieur, je pars très vite vers l'infini. Et puis, si je suis à la frontière, ici, j'ai le mouvement chaotique que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, cet ensemble-là, le cercle ici, pour cette raison, on l'appelle l'ensemble de Julia. Julia, c'est un mathématicien qui a vécu essentiellement dans la première moitié du XXe siècle pour son malheur, parce qu'entre autres, il a perdu son nez pendant la Première Guerre mondiale, ce qui faisait qu'il portait un masque. Lui, il était pas confiné, mais il portait un masque, le pauvre, il portait un masque toute sa vie pratiquement. Donc, c'est l'ensemble de Julia correspondant à la fonction Z donne Z2. La partie intérieure plus cet ensemble de Julia-là s'appelle l'ensemble de Julia plein. Et puis la partie extérieure, ben, c'est la partie où ça diverge. Je crois qu'elle a un nom, mais je crois que c'est l'ensemble de Fatou. Voilà. Qui est un autre mathématicien. Alors, vous me direz, bon, tout ça c'est bien joli, mais enfin non, c'est pas très joli pour l'instant. Alors, on va faire des petits changements. Sur Fractal, j'ai une touche qui s'appelle la touche Z. J'appuie sur la lettre Z, sur laquelle je viens d'appuyer. Et qui, ici, vous voyez qu'elle donne des explications. Et j'ajoute que si vous appuyez sur la touche F1, vous avez une aide qui vous explique tout. D'accord? Et que vous pouvez d'ailleurs, normalement, lorsqu'elle est un peu longue, faire défiler, mais là, elle n'est pas très longue, donc c'est un vrai. Donc, elle vous dit, voilà, on a Z0 égale pixel. Pixel, ça veut dire le point de l'écran. Et là, ses coordonnées, c'est 0, 0. Ok? Donc, partie réelle, c'est le X, c'est 0. Partie imaginaire, c'est 0. Et puis, vous avez la formule Zn plus 1, c'est-à-dire l'image du point précédent, qui était Zn, est égal à Zn au carré, ça c'est le symbole de la puissance que vous voyez là. Hein? Zn plus 1 égale Zn au carré plus constante. La constante C, eh bien c'est celle qu'on va maintenant changer pour voir ce que ça donne. Bon, on va mettre 0,25. Je mets un peu au hasard, hein, et 0,25. Et je vais apparaître déjà une toute autre allure. Hein. C'est exactement la même chose, mais ici, l'ensemble des points qui forment l'ensemble de Julia et qui donc ont un mouvement chaotique, dont on ne sort pas. Hein. Les points qui sont sur le bord, ici, ils restent sur le bord. D'accord? Donc, l'ensemble de ces points, pourquoi j'ai ce truc-là? Bon, c'est pas grave.
L'ensemble de ces points, c'est un ensemble de Julia qui a maintenant une forme totalement différente. Et puis là, les couleurs, elles correspondent à la vitesse à laquelle les points qui sont à l'extérieur se ruent en quelque sorte vers l'infini. Et à l'intérieur, vous avez vos points qui, eux, vont avoir des trajectoires, des orbites qui convergent assez vite vers zéro. Alors là, vous verrez rien parce que il n'y a pas une assez bonne définition ici, mais je vais essayer comme ça. Voilà. Là, vous commencez à avoir des points qui forment des espèces de spirales. Est-ce que vous les voyez? Je sais pas. C'est en tout petit sur la partie. Ça représente les orbites des points. Si j'appuie sur L, voilà. L, ça met l'orbite pas à pas, en quelque sorte. On va clairement apparaître une spirale, hein, qui converge d'autant plus vite qu'on se rapproche en fait du centre de l'écran qui correspond à la coordonnée 0, 0. Alors, on va changer encore Z. Donc, sur Z. Donc, on va changer les paramètres. Je vais appuyer sur O pour enlever ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, on va faire comme ça. Ah. Allez. Z. 5. Vous voyez que là, c'est déjà très différent. Alors, c'est d'autant plus différent que... est-ce qu'il y a moyen d'enlever ça? Ouais, génial. Bon. Ici, il n'y a pratiquement pas de partie noire. Hein. Si je fais un zoom, alors je peux faire un zoom avec Fractint en utilisant les flèches. Bon, je passe ces détails. Donc, là, il existe. Ah, ça marche pas. Ah ouais, parce que ma souris n'est pas au bon endroit. Voilà. Vous voyez la partie que je vais zoomer. Alors, je déplace. Je descends. Je vais là. On ne va jamais apparaître de partie pleine. En fait, là, tous les points partent vers l'infini, mais plus ou moins rapidement. Alors, on va faire une petite chose relativement marrante. On va appuyer 2 fois sur la touche espace, même une fois, ça suffit en fait. Et on retombe sur un ensemble, sur l'ensemble que je vous avais présenté tout à l'heure, qui s'appelle l'ensemble de Mandelbrot. Je vais appuyer juste une petite chose. Je vais l'arranger pour avoir donc suffisamment de points pour faire des zooms. Voilà. Donc, cet ensemble, sa définition est différente. C'est une espèce d'atlas de tous les ensembles de Julia. Hein? Vous voyez que si j'appuie ici, je retombe sur le point où j'étais tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous voyez le petit point qui clignote sur votre écran. Quand je le déplace, je vois apparaître un ensemble de Julia. Quand j'approche du bord, regardez comme il est beau celui-là. Hein? Bon. Hop. Allez, flûte. Voilà. Donc ça c'est l'ensemble de Julia qui correspond à la valeur C, qui correspond à l'abscisse et à l'ordonnée du point qu'on voyait tout à l'heure quand on était sur le zoom. Okay. Alors on peut également faire des zooms sur l'ensemble de Mandelbrot, c'est un ensemble qui a été bien étudié, d'ailleurs dans les années 90, c'est ce qui a valu la médaille Fields à Jean-Christophe Fiocos, malheureusement aujourd'hui décédé, et on s'est intéressé à la dimension de son bord. Bon, je ne vais pas tout vous raconter là-dessus. Toujours est-il que cet ensemble avec Fractint, on peut examiner facilement. Alors, on va maintenant Alors, je vous explique quand même, oui. La grosse différence avec l'ensemble de Julia tout à l'heure, c'est que pour l'ensemble de Julia, on prenait un point quelconque du plan et on regardait ce qui devenait quand on faisait la transformation. Bon. Cette fois, c'est un petit peu différent. On prend un point du plan et ce point du plan, il va nous donner la valeur de C, ici. Et
on démarre toujours à Z de 0 égale C. Ok? Et on applique au point la transformation Zn plus 1 égale Zn au carré plus la constante. Et on regarde ce que ça devient. Si ça part à l'infini, on met des couleurs selon la vitesse à laquelle ça part vers l'infini, c'est-à-dire selon le moment où ça dépasse un cercle de rayon 2, en l'occurrence. Si ça tend vers 0, et bien là, ou même, non, je crois pas que c'est plus de bien par si ça tend vers 0, si ça reste en tout cas à distance finie, on le met en noir. Et si c'est à la frontière, eh bien on a à la frontière, on voit la différence entre les deux zones. D'accord? Et la différence entre les deux zones, elle est là. Alors les zooms, bon, vous avez sûrement tous vu plus ou moins déjà plein d'images. Hein, une très belle région ici, par exemple, qui s'appelle la région des hippocampes. Mais ce qui est pas mal à voir, c'est qu'en fait, vous avez plein de spirales dont le caractère de spirale n'est pas évident quand on les regarde comme ça. Des formes qui se reproduisent en changeant subtilement d'angle. Vous voyez que là, vous avez une fourche ici avec deux branches qui sont inégales. Puis ici, vous avez de nouveau une fourche avec deux branches qui sont inégales. Puis ici, de nouveau une fourche avec deux branches qui sont inégales, puis etc. En tournant toujours légèrement. Alors, c'est une spirale qui ne retombe pas sur elle-même, mais c'est une spirale qui arrive quand même à un point, ici. D'accord? Et quand vous refaites un zoom dessus, vous voyez réapparaître des motifs. C'est jamais exactement les mêmes. Hein. Mais par exemple, ici, vous voyez de nouveau quelque chose qui ressemble à un petit ensemble de Mandelbrot. Voilà. Je recommence. Et ainsi de suite. Alors, c'est un petit peu différent. Donc, en appuyant sur la touche C dans Fractal, on peut changer le type de couleur qu'on utilise. Il y a un choix énorme. Une des plus belles, c'est Volcano, ici. Donne une idée c'est des images tout à fait magnifiques qu'on découvrait dans les années 90 et qui motivaient pas mal certains élèves et certains profs comme moi pour aller voir ce qui se passait et comprendre ce qui se passait. Parce que l'aspect esthétique dans les mathématiques, ça peut être un très 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 fort aspect motivant, attention, c'est ce que je raconte. Alors bien sûr, on ne fait pas que ça avec Fractal. Et maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'il peut faire. Et pour ça, je vais en fait le relancer, ce qui permettra d'ailleurs sans doute de mieux le partager, pour vous montrer tout simplement comment on le lance. Donc là, je l'arrête. Et puis, je vous montre où il est. Là, il est ici. Donc, non, c'est pas là. C'est là. Donc là, ouais, vous avez un répertoire avec le programme proprement dit, qui est là où se trouve ma souris. Puis ici, vous avez diverses petites choses, d'accord, des couleurs, des formules, des choses comme ça. Et pour le lancer, c'est dans une fenêtre DOS, en fait, telle qu'il était à l'époque, hein, on clique simplement dessus, et puis on se retrouve sur ce petit écran, on appuie sur la touche Entrée, et ça nous propose de sélectionner un mode vidéo. Alors le mode vidéo que vous pouvez sélectionner, vous avez des modes vidéo comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez également des modes vidéo, faut appuyer sur, voilà, qui sont des modes qu'on pourrait qualifier sur des écrans virtuels. Vous voyez que ça va jusqu'à 16 384 pixels sur 12 288. Alors, ils sont très longs parce qu'ils utilisent le disque dur. Enfin, moi, ça ne fait pas chauffer mon ordinateur. J'ai aucun problème pour obtenir des images en 8192 sur 6144. Ce qui permet quand même de faire des très belles choses, hein, et d'explorer tout à loisir.
Mais pendant que ça calcule, vous voyez rien. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait? Là, c'est en train de calculer. On va pas le faire. Parce que là, je l'ai mis dans un mode où il calcule énormément de points. Ah non, je l'ai pas fait ça. Mais on va pas le faire. Donc, je reviens sur un écran beaucoup plus correct. Voilà. Ici. Alors ensuite, vous avez le choix entre de très nombreuses choses. Ce que vous voyez s'afficher sur le petit tableau. Alors, je vais essayer de vous partager ça mieux. J'espère que ça va marcher cette fois. Je vais quitter le partage d'écran. Et je vais remettre le partage d'écran en essayant de le mettre directement sur Fractal. Voilà, formidable. Ça me dit. Hop, autorisé. Magnifique. Voilà. Donc là, vous aurez une meilleure vision de ce qui se passe, d'autant plus que je pense que vous devez pouvoir agrandir votre écran, de mon écran partagé. Hein, donc, vous voyez ici, moi il faut que je retourne sur Fractal. Voilà. Ici, vous voyez tout un tas de fonctions. Alors, parmi ces fonctions, vous en avez de différents types. Par exemple, vous en avez qui correspondent simplement aux ensembles dont on vient de parler, mais en changeant un tout petit peu la fonction. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Peut-être celui-là. Oui. Le principe est le même, si vous voulez, que pour l'ensemble de Mandelbrot, sauf qu'on prend une autre fonction. D'ailleurs, il y en a où vous pouvez vous-même définir votre fonction. Si je fais T, voilà. Il y a un truc qui s'appelle formula, Fn plus Fn. Alors là, c'est vous qui choisissez la fonction. Hein. On avait plein comme ça. Et ce qui est remarquable quand on les examine, c'est qu'on va en général, alors là on peut faire varier de la même façon un certain nombre de choses qui sont bien documentées en appuyant sur la touche F1 que vous voyez là. Et on retombe en général sur des formes qui font apparaître comme des petits bourgeons d'ensemble de Mandelbrot original à droite et à gauche. Alors ça vient du fait que les fonctions qu'on étudie en général, ce qu'on appelle des fonctions analytiques, c'est des fonctions qui s'écrivent comme des polynômes, hein, pour les jeunes qui connaissent les polynômes, mais des polynômes de la variable complexe, mais avec une infinité de puissances, de s'arrêter à la puissance 5, par exemple, pour un polynôme du 5e degré. Et ces fonctions analytiques, en fait, les termes qui comptent le plus là-dedans, dans les mouvements qu'on va avoir, c'est les termes avec les plus petites puissances. Parce que c'est eux qui vont déterminer ce qui se passe lorsqu'on est à la limite entre 1 plus epsilon et 1 moins epsilon. Et c'est ce qui explique qu'on retrouve souvent des formes très, très semblables. Alors voilà une des choses que permet de faire Fractal, mais il ne permet pas de faire que ça, il permet de faire aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, il permet de faire ce qu'on appelle des IFS, pour ceux qui ont assisté à la conférence de l'autre jour. Alors, il donne un certain nombre d'exemples au départ. Par exemple, ici, la fameuse fougère. D'accord? Donc, c'est des générations aléatoires de fractales qui est relativement simple et que j'ai expliqué dans la conférence d'avant-hier. Et avec le petit programme Eplésine que je vous avais présenté, vous pouvez fabriquer vous-même des IFS comme ça. Ici, vous voyez que le collage, il est tout simple. Il représente essentiellement des applications affines. Donc une application affine, c'est du plan, c'est une matrice, c'est-à-dire 4 nombres, une matrice de 2,
plus une translation, et puis il y a une probabilité. Ici, la somme des probabilités doit valoir 1. Moyennant quoi, vous avez votre forme. Donc c'est un codage que vous pouvez faire avec le petit programme FDesine que je vous ai montré dans ma conférence d'avant-hier. Je ressors de là. Alors des chiffres, bon, il y en a plein, je ne vais pas vous les montrer tous. Il y a ce qu'on appelle les health systems. Alors les health systems, c'est également très intéressant, notamment pour faire travailler les élèves. Hein. Donc, un exemple très connu, c'est celui-là. Là, on parle d'un segment. Puis, vous voyez, j'utilise toujours la touche de paramètre Z. J'appuie ici sur le 1 et je vais avoir ma première étape. Donc, à chaque étape, chaque segment va être transformé de cette façon. Vous voyez que le tronc de tout à l'heure, il est devenu ce qui était le tronc tout à l'heure est devenu un rameau. Ici, pareil, et ainsi de suite. Alors, c'est une image qu'on retrouve partout. Hein. Mais bien sûr, on peut en faire beaucoup d'autres. Alors, vous pouvez faire par exemple ce qu'on appelle la courbe du dragon. Pour faire la courbe du dragon, vous partez d'un segment. Normalement, ça devrait être des angles droits. Là. Voilà. Donc, à chaque vous remplacez un segment par ces deux segments qui forment un triangle rectangle qui est formé sur la diagonale ici. Et là, c'est un peu tordu, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que mon écran n'est pas là, dans une définition une définition entre l'horizontal et le vertical qui est optimale. Ça, vous pouvez l'arranger lorsque vous voulez faire le dessin. Voilà. C'est ce qu'on obtient lorsqu'on prend une feuille de papier, qu'on la plie en deux, qu'on la déplie à angle droit, puis que on la replie une seconde fois, qu'on la redéplie à angle droit, sauf que là, vous allez être vite coincé au bout de 6 ou 7 fois. Hein. Et là, on peut le faire une infinité de fois, sauf que au bout d'une dizaine de fois, au bout d'une vingtaine de fois, ça va pas mal ramer. Et à la fin, vous obtenez cette figure qui s'appelle la courbe du dragon, qui est une figure d'ailleurs qui a la propriété remarquable qu'elle part le plan. Et là, vous avez tous les exemples emblématiques, mais vous avez aussi des exemples qui ont été faits par mes élèves, alors qui sont dans d'autres. Vous avez bien sûr la courbe de Koch que tout le monde connaît, donc je ne vais pas vous la montrer, mais vous en avez plein d'autres. Hein. Bon, c'est pas très intéressant ça. T 6. Alors voilà des images qui ont été faites par mes élèves, je pense. Et il y a des arbres. Et on a fait aussi des pavages. Et alors, quand même, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que tout ça, vous pouvez le programmer avec vos élèves. Qu'est-ce que c'est que le langage des systèmes Z. Voilà. Ici, vous avez le programme qui engendre mon arbre. C'est un langage qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Lindenmayer. C'est un langage qui est très proche du langage Logo, pour ceux qui connaissent. Et il y a des commandes très simples qui sont avancer et tracer un segment, tourner de tel angle et tracer un segment, avec une petite tortue, sauf que là, on n'a pas la petite tortue. Et c'est un langage qui est ce qu'on appelle un langage récursif, donc, qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Et avec ce langage, on a étudié les pavages, par exemple.
Je regarde où est-ce que je pourrais trouver ça. Peut-être là. On va regarder ce que c'est que le plus fort de tous. Bon, c'est pas génial, hein. C'est quand même, c'est pas mal. Vous voyez qu'on peut, comme ça, fabriquer des tuiles et puis les assembler pour regarder ce qui se passe. Et donc, l'idée à l'époque, comme la programmation est très simple, vous voyez que ça prend deux lignes, quoi. Hein, eh bien, je donnais des extraits d'un gros pavé sur les pavages aux élèves avec plein de dessins. À charge pour eux de trouver les propriétés de la figure qui leur permettaient de les fabriquer. Alors, je continue sur ce qu'on peut voir dans ce. Alors, vous avez aussi, on appelle des attracteurs. Donc là, on va voir un truc qui est emblématique aussi de la théorie du chaos, c'est ce qu'on appelle l'attracteur de Lorentz. Et pour l'instant, je vais diminuer. Ben, c'est bien, on est à 150 itérations. Non mais, attendez. On va mettre 10. Voilà. C'est un ensemble qui a été découvert par un météorologue qui s'appelait Lorentz, qui avait laissé, qui faisait des calculs sur son ordinateur et qui avait laissé son ordinateur éteint un soir et qui a repris ses calculs le lendemain en repartant des mêmes valeurs et il a constaté que les résultats étaient totalement différents. Il repartait des dernières valeurs qu'il avait qui étaient sorties. En fait, ça venait du fait que ces valeurs elles étaient tronquées et qu'on était devant quelque chose qui était sensible aux conditions initiales. Et donc, lui, il étudiait la convection de l'air dans une colonne, voilà, des choses comme ça. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une forme dont pratiquement on ne sort pas. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. Flûte. Je recommence. Voilà, c'est 0,02. Voilà, alors, donc on va... Time step, c'est le petit intervalle sur lequel on itère. Hein. En fait, c'est une résolution par rapport à ce qu'on appelle une équation différentielle. Et donc, je voulais vous montrer. Ah oui, c'est. Voilà. On peut faire un nombre de tours plus ou moins grand. Voilà. Là, on fait très peu de tours. Pas 7. Je me trompe à chaque fois. Je commence à y en avoir un petit peu plus. Vous voyez qu'il y a ici une espèce de colle. Alors, je vais voir si on peut faire un zoom. Oui, on peut. Ici, il y a une espèce de colle. Et selon l'endroit précis où passe le point dont on calcule les positions successives, eh bien, on va aller sur une des deux oreilles ou sur l'autre. C'est quelque chose qui est tridimensionnel. Hein. Ça, c'est une projection dans le plan. Et le fait d'aller à droite ou à gauche, ben, ça obéit exactement à la même règle chaotique, c'est-à-dire sensibilité aux conditions initiales, que ce qu'on a vu tout à l'heure autour du cercle. Et donc, on peut se retrouver dans des positions très éloignées à partir de ce mouvement qui était censé modéliser l'évolution d'une colonne d'air chaud. Voilà. Et donc, ça pose quelques problèmes par rapport aux prévisions météorologiques. Donc, ça a été une des figures emblématiques de la théorie qui a été très en vogue, justement, parce que ça changeait la conception qu'on avait de la physique, notamment, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, il y a encore d'autres figures bien intéressantes qu'on peut regarder. Par exemple, il y a
fonction de diffusion, c'est assez rigolo. Alors, ici, vous avez des particules qui arrivent de façon aléatoire, donc c'est quelque chose qui plaira à Eric. Et il y a une particule au centre, là, sur lesquelles elles sont susceptibles de s'agréger au début. Et puis ensuite, elles s'agrègent sur la première qu'elles rencontrent. Donc, ça fait des formes qui ne sont jamais les mêmes. Hein. Là, je vais augmenter un petit peu le nombre d'itérations. Mais c'est des formes qui se ressemblent beaucoup. Alors pour bien le voir, on va peut-être mettre en noir et blanc, je pense que ce sera plus beau. On verra mieux. Voilà. On voit bien cette forme qui ressemble beaucoup à certaines formes qu'on a dans la nature. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre? Oui, je vous précise que ce que je vous ai montré tout à l'heure, les systèmes, c'est utilisé à l'heure actuelle, effectivement, pour certaines modélisations de la croissance des plantes. Il y a un laboratoire du côté de Nice, je crois, si vous tapez L-Systems sur les croissances des plantes sur Google, vous allez aboutir là, vous avez des dessins absolument magnifiques. Bien sûr, c'est fait en 3D, c'est pas fait dimension 1, mais on peut, à travers cette modélisation très simple, en fait, trouver des choses qui sont assez universelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de choses, mais que je ne peux pas trop vous montrer. Ah, ça, c'est très intéressant aussi. Je vous montre d'abord la figure là, moins intéressante, celle-là. Ici, en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez la résolution de l'équation Z3 égale 1. Et vous avez la résolution. Alors, ceux qui ont étudié le monde complexe savent qu'il y a trois solutions à cette équation qui s'appellent 1J et J2. Et ici, en bleu, vous avez les points bleu foncé, vous avez les points qui, quand on leur applique une certaine méthode qui s'appelle la méthode de Newton pour résoudre l'équation, vont donner la valeur 1. Ici, en vert clair, vous avez ceux qui vont donner la valeur J, ou à moins que ce soit, c'est plutôt cela d'ailleurs. Ici, en vert clair, vous avez la valeur J, et ici, en bleu clair, vous avez la valeur J au carré. Bon, alors déjà, ça, c'est remarquable parce que c'est, ça, comme vous le voyez, une forme fractale. Hein. Et ce qui est pas mal, c'est que le programme, il vous permet de faire ça pour aussi l'équation z puissance 10 égale 1. Là, vous allez avoir 10 branches parce qu'il y a 10 solutions. Hein, pourquoi ah ben oui, il y a 10 couleurs, évidemment. Alors, c'est pas très beau, hein. C'est moins beau. On va faire z égale 5. Bon. Là, si on fait un zoom, on va aller sur un endroit que ce soit relativement intéressant. Vous voyez que là aussi, il y a une sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que des points très proches vont donner dans la méthode de résolution de l'équation, qui est une méthode qui est connue depuis longtemps, puisqu'elle s'appelle méthode de Newton, hein, l'une ou l'autre des valeurs, avec une sensibilité très forte, hein, selon l'endroit où on est. Alors, vous avez quelque chose qui est encore plus beau, c'est par rapport à la vitesse de convergence de la méthode. Donc, voilà. On commence par 3. Là, les couleurs, vous voyez, ça ressemble beaucoup aux ensembles de Julia et de Mandelbrot qu'on a vu tout à l'heure. La couleur correspond à la vitesse à laquelle on converge. Ici, vous avez 1, ici, vous avez J, ici, vous avez J2. Là, quand on part d'une valeur qui est proche de 1, ben on se rapproche très vite de 1. Ici, on se rapproche très vite de J. Ici, on se rapproche très vite de J au carré. Et puis, selon les endroits, il y a encore d'autres endroits pour lesquels on va se rapprocher très vite de ces valeurs-là, et d'autres endroits pour lesquels on va se rapprocher
plus lentement. Les couleurs correspondent à une gradation de la vitesse à laquelle on va se rapprocher. Hein. Et vous voyez bien que ici, il y a une zone un petit peu chaotique, justement, parce qu'il y a une zone qui est un peu intermédiaire entre J et J2, ici. Et là, la vitesse de convergence, elle est plus faible. On peut regarder, essayer de se rapprocher. Voilà. Et bien sûr, on peut changer les couleurs hein, si on veut. On a un vaste spectre. Puis il y en a d'autres. Hein. Je ne sais pas que celle-là que vous voyez. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple? Ah, ça ne donne rien. Oui, alors vous voyez, c'est pas génial. Non. Et alors il y a, c'est impossible de vous montrer toutes les choses. Il y a une courbe qui est très connue aussi, c'est la courbe de bifurcation, qui correspond à la croissance de certaines populations. Il y en a tout un ensemble. Voilà. On va essayer où. Il y en a sûrement parmi vous qui ont déjà vu cette courbe, qui fait apparaître des paramètres intéressants et qui est relié également à l'ensemble des groupes. Là, je pense qu'on a dépassé l'horaire. Je vous remercie pour votre écoute, mais je suis prêt à répondre à des questions parce que j'ai pas du tout suivi ce qui était marqué sur le chat. Alors. Il y a des commentaires, en fait, c'est un domaine qui est assez riche, mais vous pouvez trouver plein de renseignements sur Internet, bien sûr, hein, via Google, via Wikipédia et tout. Après, il y a d'excellents livres hein, qui traitent de toutes ces questions. Et malheureusement, les meilleurs livres, ils sont en anglais. Un peu dommage. Y compris les livres pour l'école. Hein. Il y a une très bonne série qui s'appelle Fractals for the Classroom, qui est édité chez Springer, mais qui coûte assez cher. Bref, il faut le faire acheter par votre documentation, je peux vous mettre le nom si vous voulez. Ça va pas dire, hein, parce que c'était vraiment l'époque. Alors, le programme Fractal, c'est Fractals, hein, et il est chez Springer. C'est un programme qui a été fait par des chercheurs, en fait, un petit peu passionnés, qui ont collaboré, et qui ont mis, voilà, ça a été toute une aventure. À l'époque, c'était les débuts de l'informatique individuelle, hein, enfin, c'était peu de temps après. C'était à l'époque où on commençait à avoir des bonnes possibilités graphiques, et on pouvait avoir accès assez facilement à des programmes en libre accès, comme celui-là, freeware, d'excellente qualité. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on ne trouve pas pour les amateurs, hein, comme moi par exemple, l'équivalent. Mais c'est super qu'on puisse avoir des émulateurs DOS. Si le programme vous intéresse, celui que j'utilise moi, il est à l'heure actuelle, je ne le trouve pas sur Internet, mais je l'ai, je peux vous l'envoyer. Je vous le partagerai, je le mettrai sur mon club et je vous partagerai le répertoire où il se trouve. Et vous pourrez vous amuser avec et aussi amuser vos enfants. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais des enfants qui étaient jeunes, maintenant ils sont parents, et je pense qu'ils n'étaient pas encore à la grande école, et ils venaient me demander de leur présenter des images. Ils disaient, bien papa, on va changer les paramètres. Ça impressionnait les voisins. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à parler, là.
C'est vrai que il y a Quentin qui parle des épilépis. C'est vrai que regarder ces images, etc., ça devient un petit peu une addiction à certains moments. Hein, c'est assez. On a envie de voir, on a envie d'explorer, etc. Mais ça, c'est un des moteurs des sciences aussi. Hein, explorer les formes, les comprendre, on va voir comment elles se. Et c'est des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Quand il y a eu les premières couvertures de Pour la science, du journal Pour la science, avec bon, je vais arrêter le partage d'écran, d'accord. Avec d'autres, je vais vous montrer quelques autres figures si ça vous intéresse. Et là, je vais mettre, lâcher autrement. Voilà. Ça, c'est un ensemble qui est très joli aussi, qui s'appelle un ensemble de Lyapunov. Il a fait la couverture de Pour la science, tout comme également une partie de l'ensemble de Mandelbrot. Et ça, vous le faites très facilement avec Fractal. Vous pouvez faire des zooms, vous pouvez regarder ce qui se passe, etc. Et vous avez l'explication. Après, l'explication, vous pouvez l'avoir de façon plus approfondie ailleurs, mais vous appuyez sur la touche F1, vous avez l'explication. Et vous pouvez sauvegarder tout ça comme vous le voulez. Hein, je regarde ce qu'il y a de précis. Et ici, vous avez quelques belles images. Par exemple, ici, vous avez un ensemble de Julia qui est pas mal. Et tout ça, c'est fait avec un programme des années 90. Pas pour dire que c'était mieux à l'époque, hein, je suis pas comme ça. Voilà des choses qu'on a faites aussi, des pavages. Des pavages fractales. Bon, ça, c'était un peu délicat, mais parfois c'est. Alors, on l'a colorié après, celui-là, hein, pour être franc. Et pour ceux qui étaient hier, avant-hier à la conférence sur les IFS, je ne vous ai pas montré celui-là. Tout ça, c'est programmable. Vous pouvez avec le logiciel créer votre propre fonction et puis regarder quel est son ensemble de Julia, quel est son ensemble de Mandelbrot. Ça pose aucun problème. C'est tout simple, ça va prendre 5 lignes sur un fichier texte. Voilà. Quentin, c'est un mélange entre un tournesol et l'œil de Sauron. Ah, je vois que tu connais l'œil de Sauron. Ça craint. En tout cas, Quentin, t'es un dur, hein, parce que je t'ai vu au moins 4 fois, là, depuis le début. Je te remercie de ta fidélité. N'hésite pas à aller voir le site de l'association Sciences Ouvertes, on fait des choses intéressantes des fois, même assez souvent. D'ailleurs, tu peux pas savoir, hein? T'as jamais regardé Seigneur des Anneaux. Bon, est-ce que je peux vous dire au revoir à tous ou est-ce qu'il y a des questions? Parce que ça, c'est pas des questions, c'est des petites histoires. Le Quentin qui est lâché, là, Bon, mais je crois qu'on va... Non, merci à vous tous. Voilà, moi je m'en vais, hein.